Bonjour Mounia, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de m'avoir invité, ça me fait Ouais. plaisir. Mais écoute, je suis triplement content de te recevoir aujourd'hui. La première, c'est parce qu'on est dans un lieu magnifique, l'hôtel Le Grand Amour, qu'on va remercier parce qu'on est dans un cadre assez exceptionnel. La deuxième raison, c'était que qu'en travaillant sur cette interview, j'ai découvert à quel point tu avais une énergie incroyable et que j'avais la chance d'avoir fait ta rencontre il y a quelques mois dans un accélérateur qui s'appelle School Lab. Mm. Et enfin, la dernière raison que je te disais, c'est que tu travailles dans un univers un petit peu particulier, dont on ne parle pas toujours d'ailleurs, et dont je connaissais rien il y a 2 ans. Donc là, je me sens un petit peu comme un petit écolier qui fait sa rentrée des classes. Et donc tu vas pouvoir peut-être me tester, ou je vais peut-être pouvoir tester un petit peu ma connaissance sur ton domaine. Et d'ailleurs, est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais présenter ton métier, tu fais du capital risque, Mm. et nous expliquer un petit peu ce que tu fais actuellement? Ok. Alors, le capital risque, c'est une branche de la finance qui consiste à investir dans les sociétés les plus jeunes. Euh, donc, c'est des sociétés qui viennent de se créer en général depuis quelques mois ou depuis quelques années maximum, qui sont caractérisées par une forte croissance et en général, elles ne sont pas rentables. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'ai découvert ce métier, moi aussi par hasard en 2008, parce que je cherchais un stage et que je savais pas trop ce que j'avais envie de faire, je me suis dit à l'époque, ah mais eux ils ont l'air d'être des gentils financiers. Alors j'aime à croire qu'on est des gentils financiers. C'est vrai, des gentils financiers carrément. Bah, Ça voudrait dire que les autres sont méchants alors. non, non, je n'irai pas jusque là, mais comment dire, je trouve que quelque part on intervient assez tôt dans les projets pour aider les entrepreneurs, les accompagner, souvent les accompagner à réaliser leurs rêves, ou en tout cas à réaliser leur vision. On aime être vu comme, pas que comme de l'argent, mais aussi comme des partenaires. Euh, Ouais. donc, ouais, on est des gentils financiers. C'est marrant parce que dans une autre interview, tu disais mon métier consiste à boire des cafés avec des gens sympas, intellectuellement intéressants. Je le prends comme un compliment parce que Mhm. du coup, Tu fais partie de ces gens-là. mais ça se résume pas à ça, j'imagine. Il y a Pas beaucoup du d'autres tout, je choses. dis ça pour rigoler. Il y a quand même, c'est quand même une partie du quotidien. Mais ça se résume évidemment pas à ça parce que je ne fais pas que boire des cafés avec ces gens-là. Ouais. Je suis quand même dans un rôle où je dois identifier et sélectionner les projets qu'on a envie de financer. Et là, justement, c'est peut-être un peu le côté schizophrénique du VC qui, d'un Mhm. côté, est sympa et rencontre les entrepreneurs, etc. Et puis à la fin, il a quand même un avis qui parfois peut être violent pour les entrepreneurs, de dire je ne financerai pas ton projet parce que je ne crois pas à ton équipe, je ne crois pas à ton marché, ou les deux. Donc, c'est pas que le côté sympa, c'est ça que je veux dire. Il y a quand même. Ça met pas une Ouais. certaine pression parce que justement, des fois, tu peux avoir dans certains cas un peu la vie de certaines entreprises ou de certains Mm, projets un petit peu au bout des doigts. mm. Est-ce que est-ce que ça te met pas un petit peu de pression ou est-ce que ça t'attriste pas un peu ton- Alors, il y a plein de choses qui me mettent de la pression dans mon métier. Pas ça, parce que je ne sais pas si c'est de la chance ou pas, mais la plupart des entrepreneurs que je rencontre, et je pense qu'un entrepreneur par définition ne se laisse pas, enfin en tout cas ne laisse pas sa vie entre les mains d'un VC ou d'autres. C'est des gens qui sont plutôt tournés vers la solution, qui sont capables, dans une montagne de problèmes, de voir l'opportunité qu'il y a derrière. C'est des gens qui en général sont voilà, tournés vers l'action. Donc ils sont pas. Je suis pas dans une. Si je devais aider des gens qui étaient entre guillemets en difficulté et qui étaient fragiles, Mhm. j'aurais peut-être cette forme de pression. Les entrepreneurs peuvent avoir beaucoup de fragilité, mais c'est pas des gens fragiles, c'est des gens qui sont, en tout cas, qui ont une espèce de puissance et d'énergie qui me dépasse. Ok. Tu as découvert ce domaine, comme tu te disais tout à l'heure, juste après tes études. Mm, Tu dis que c'est un petit peu un coup de bol mm, qui s'est transformé en un coup de cœur. mhm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette petite histoire? Parce que tu sais, nous, on aime bien les coups de cœur. Bon, en fait, moi, si tu veux, j'ai toujours fait des choix d'études, etc., sans faire vraiment de choix. J'avais des bonnes notes en maths, alors on m'a dit, bah vas-y, fais maths sup, te ferme pas de porte. J'étais dans Ouais, ce truc la de pas se... classique. Ouais, voilà. Enfin, pour rigoler, je dis souvent le syndrome de la première de la classe. Et puis une fois que que tu passes les concours,
tu regardes le classement du point, et du coup, la meilleure école que j'avais, c'était Supélec, et je suis allée à Supélec. Je n'étais pas du tout passionnée par l'électricité. Ouais, Heureusement que Supélec ne forme pas qu'à ça, mais en tout heureusement. Ouais. cas, voilà, j'ai vraiment fait ces choix-là. Et puis par contre, à 23 ans, en troisième année, bah, il a fallu que je choisisse un stage de fin d'études qui commençait quand même à vouloir dire des choses. Et à ce moment-là, à l'époque, en 2008, la mode, c'était de faire du conseil en stratégie, de l'audit, de la finance de marché. Et, euh, et chacun pour des raisons différentes, je me disais, mais no way. Et on a reçu une offre de stage au BDE en capital risque. Parce que toi, tu étais vice-présidente du BDE, il Ouais. me semble. Ouais. Et c'était genre j'ai regardé Capital Risque, ils expliquaient dans l'offre que non seulement il fallait un peu connaître un peu la technologie parce que on allait financer des sociétés innovantes au niveau technologique, qu'en même temps il fallait avoir des rudiments de finance d'entreprise, etc. Honnêtement, j'y suis allée en me disant ça a l'air rigolo, pourquoi pas. Les gentils. Je m'étais, ouais, si, ça. Je me dis, ça a l'air d'être de la finance sympa. Contrairement à enfin, en tout cas, à la perception que j'avais de la finance de marché, où je me disais, ça me parlait pas, en tout cas. Je suis allée à l'entretien sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Je me rappelle qu'une heure avant, j'ai regardé la page Wikipédia de Capital Risque, donc pour te dire à quel point j'étais préparée. Heureusement, à l'époque, c'était pas encore autant la mode, donc j'avais pas beaucoup de concurrence, peut-être, je sais pas. Et ça a été un coup de foudre à partir du moment où j'ai commencé dans ce métier. J'ai vraiment été portée, et notamment par justement l'énergie de ces entrepreneurs. Je dis souvent que c'est un métier, ou en tout cas un écosystème antidépresseur, justement parce que ces entrepreneurs sont tout le temps tournés vers des solutions, ils essaient toujours de résoudre des problèmes, et ils se plaignent finalement pas. Ouais. Donc c'est super cool de bosser avec des gens comme ça. Et d'ailleurs, c'est en 2008 que tu as découvert ce métier-là. Mhm. Il y a eu une grosse crise quand même qui a Ouais. touché l'économie à ce moment-là. Ouais. Est-ce que ça se ressentait quand t'es arrivé, ou est-ce Alors que tu moi, as j'ai eu de senti la qu'il y chance. avait le... Ouais, Alors moi, j'ai eu une chance qui, en gros, dans la vie, il faut vachement s'écouter, et faut même écouter les parties de soi qu'on pense moins bonnes, entre guillemets, parce que pour le coup, j'ai trouvé du boulot à l'été 2008, et la crise a démarré, je me souviens un peu, plutôt en septembre 2008. ouais, Donc je suis passée vraiment ras des fesses. Et là où je dis que j'ai de la chance, c'est que à la base, j'avais décidé un an avant de faire une césure, avant de faire ma troisième année. Et à l'époque, je voulais faire une césure en audit. J'avais trouvé un stage chez KPMG. Et à la dernière minute, j'ai eu la flemme. Je me suis dit, ah non, ça me fait chier en fait d'aller bosser l'année prochaine. Et j'ai appelé KPMG pour annuler et pour dire finalement, je ne vais pas faire de césure. Je suis désolée. Et ça a été la meilleure chose en fait, parce que pour le coup, mes petits camarades qui ont fait des césures ou qui sont allés plus longtemps à l'étranger ou quoi, ils sont arrivés en plein dans la crise. Alors personne n'est mort, hein, mais ils ont mis beaucoup plus de temps à trouver du boulot, et ils ont eu moins de choix. Alors que moi, pour le coup, entre-temps, j'avais trouvé ce que je voulais faire. J'ai pu trouver un poste en VC. Donc, vive ma paresse. Une éloge à la paresse, c'est rare, mais c'est beau. Il y a aussi une autre chose, c'était que, alors, on peut dire que l'écosystème s'est un petit peu féminisé depuis. Et on en parle beaucoup plus, c'est plus à la mode. Mais à l'époque, il y avait peu de femmes, il me semble. J'ai essayé d'en chercher, j'en ai trouvé peu, qui faisaient ton métier à l'époque. Est-ce que ça a été pas un petit peu difficile pour une jeune étudiante qui vient de sortir fraîchement d'école, de Supélec, et de rentrer dans ce domaine assez masculin finalement? Alors, j'utiliserai pas le mot difficile, parce que j'en avais pas du tout conscience. Je me rendais pas compte justement des impacts que pouvait avoir sur moi le manque de féminisation de mon métier, mais du monde du travail, en tout cas en général dans certains secteurs. Parce que déjà, j'ai toujours été en fait dans un écosystème assez masculin. J'ai fait des études d'ingénieur. En maths sup, je pense que sur 35 élèves, on devait être 8 filles. Je me rappelle que le premier jour à Supélec, en amphi, je me suis un peu levée un moment dans l'amphi pour me demander s'il n'y avait pas une autre salle pour les filles. Parce que j'en voyais pas comme ça. Je me suis dit, mais si ça se trouve... donc ça ne m'a pas surprise plus que ça. C'est plutôt en commençant à travailler que j'ai pris conscience petit à petit des effets que ça pouvait avoir en fait, des stéréotypes qu'on avait tout en tête, du fait qu'on n'ait pas de modèle entre guillemets féminin auquel se référer. Et c'est là que justement avec Roxane on s'est dit qu'il fallait promouvoir l'entrepreneuriat féminin
et qu'on a créé à l'époque Girls in Tech Paris. Mais c'est super intéressant, tu me coupes l'herbe sous le pied. Donc quand tu le dis, alors si je me trompe pas, c'est en 2010, 2009 qu'on a commencé 2009, ouais. vous croisez avec Roxane et voilà, vous lancez un super organisme. C'est une association, il me semble. C'est une asso, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de cette histoire et Ouais. de ce projet? Ouais, c'était assez simple, hein. Roxane, à l'époque, donc elle est américaine. Ouais. Elle finissait ses études à Paris. Elle a toujours été passionnée par la France. Et elle avait commencé un blog pour parler des startups françaises en anglais, il me semble. Et en fait, on s'est très très vite rencontrés et entendus parce que dans les événements tech, il n'y avait pas Ouais. beaucoup de filles. Donc on a bien fité. Et justement, on s'est dit, créons une asso. Et justement, elle, avec son expérience américaine, a suggéré de plutôt contacter Girls in Tech, qui est une grosse asso américaine, Ouais. et de leur proposer de lancer le chapitre français, ce qu'on a fait. Mais on a toujours été assez indépendante en fait de Girls in Tech. C'est juste, on a lancé le chapitre français, mais on est une asso française, indépendante, sur tous les parties, quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait? De manière générale, vous faisiez la promotion de l'entrepreneuriat En fait, féminin, ouais. mais quelle était la vision sur le long terme et quelle est La toujours vision d'ailleurs? profonde, et elle n'a pas beaucoup changé, c'est de dire on n'est pas là pour. Enfin, en tout cas, c'est notre vision, et il y a sûrement plein de gens qui vont pas être d'accord, mais on n'est pas forcément là pour se battre pour des droits, ou pour le coup, nos grands-mères ou nos mères ont eu ce combat, on les remercie. Euh, Nous, ce qui nous semble plus prioritaire, c'est vraiment d'inspirer les jeunes filles, de leur montrer des modèles, de se battre contre l'autocensure et contre les idées que nous-mêmes, filles, on a intériorisées, que toute la société a intériorisées, mais les filles aussi. Et pour faire ça, on s'est dit qu'un moyen simple, c'était de mettre en lumière, de mettre en valeur les parcours féminins qui pouvaient inspirer d'autres personnes. Et donc, ce qu'on a commencé à faire, et ce qu'on fait toujours, c'est d'organiser des événements business Mhm. où on parle d'un sujet. On peut faire un événement sur la tech, sur l'économie circulaire, sur plein de sujets différents, où les speakers sont des femmes. Nos événements sont toujours ouverts à tous, et en général, il y a bien 40 à 50% de mecs. Ils sont gratuits, on trouve toujours le moyen de faire des événements qui sont gratuits pour tout le monde. Euh, et c'est juste ça qu'on fait, en fait, c'est juste de mettre des femmes on stage. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ces femmes-là, qui n'avaient jamais été speakers à aucune conférence avant, sont ensuite invitées dans plein d'autres événements. Ouais. Et, C'est et, vraiment et un tremplin finalement alors. alors c'est pas forcément, voilà, pour elle ça peut être un tremplin, mais je pense que c'est même pas ce qu'elle cherche. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre juste la voie, et que plein de gens qui organisent des conférences par ailleurs, peut-être même spécialisées sur des verticales métiers, se disent juste, mais en fait Machine, elle est formidable, mais on n'avait pas pensé à elle. Ouais. Et c'est juste ça en fait qu'on fait, et c'est hyper important. Ça suffit, en fait, ça suffit pas, mais ça ouvre la porte. Bien sûr. Et pour par exemple des gens plus jeunes, ça permet d'avoir plein de modèles de filles auxquelles on a envie de ressembler ou pas, mais qui nous semblent être des filles normales et qui Ouais. font ces métiers-là. Moi, j'aime bien raconter cette anecdote parce que je pense qu'elle est hyper révélatrice du niveau de stéréotypes qu'on intériorise. Mhm. J'ai fait une école d'ingé, j'ai fait maths sup, donc on peut supposer que je suis pas trop, j'ai pas trop été victime, on va dire, de stéréotypes sur les métiers. Ouais. Et pourtant, j'ai pas appris à coder une ligne à Supélec, alors que c'est une bonne école d'informatique. Je me rappelle bien que mon livre Comment programmer en Java, je l'ai revendu à Giberjeune, il y avait encore le plastique autour. Et j'ai fait ça parce que dans ma tête, une fille qui code, elle n'est pas sexy. Elle a forcément des lunettes triple foyer, elle n'a pas de petite amie, et c'est pas l'image que je voulais renvoyer. Ouais. Si à l'époque j'avais rencontré, ce que j'ai fait entre-temps, plein de filles qui codent et qui sont juste super, bah, j'aurais pas eu cette image. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si moi, en école d'ingé, etc., j'avais quand même des idées comme ça, inconscientes, Ouais. qu'est-ce que ça doit être de la petite fille qui t'explique qu'elle veut être infirmière et parce que le médecin, ça doit être un garçon. Ouais. Donc c'est là qu'on a beaucoup de boulot. Ouais, carrément, ouais. Mais c'est marrant parce que dans ta façon de parler, dans les mots que tu utilises,
Tu parlais des entrepreneurs que tu accompagnais. Là, tu parles de ces jeunes filles que tu veux peut-être plus inspirer ou que tu veux mettre un petit peu en lumière. Ça te vient d'où un peu cette énergie et cette envie de vouloir aider les autres? Je trouve ça hyper beau et c'est pas forcément commun dans le milieu entrepreneurial, même si c'est un milieu très généreux. Mhm. Ça te vient d'où? Alors, L'éducation peut-être? Mais... je sais pas. Pour être assez franche, je suis en train de découvrir que c'est ça qui me porte et que c'est ça Ok, qui me plaît. Je me l'étais pas vraiment dit avant, mais c'est vrai que ces derniers temps et ces dernières années, ça me paraît plus évident quand je regarde ce que j'ai fait par ailleurs. Euh, En fait, et c'est pas un hasard si je suis tombée dans le secteur entrepreneurial. Et quand je dis que c'est antidépresseur et que c'est des gens qui sont tournés vers les solutions, j'ai l'impression que ce qui me porte, c'est peut-être d'accompagner ou d'aider les gens à un peu être les entrepreneurs de leur life. ouais. Et évidemment, ça paraît évident avec des start-upers, Mm. mais limite, ça peut être d'autant plus utile aussi pour d'autres gens qui n'ont rien à voir. Et limite, peut-être que ça peut être très intéressant de comment on va dire, d'appliquer ce que j'ai appris et ce que j'ai observé auprès de gens qui sont naturellement entrepreneurs, ou je sais pas si c'est naturel ou pas, mais en tout cas qui sont entrepreneurs, et de se dire, mais en fait, c'est une vision de la vie, ça va beaucoup plus loin que juste est-ce que tu crées ta start-up ou pas. Ouais, bien sûr, ouais. Et d'ailleurs, tu trouves pas qu'il y a un petit peu une startup fame en ce moment dans l'écosystème parisien? Moi, j'ai le souvenir une fois d'avoir dit en rigolant, je monte une petite PME et puis le regard des gens se retrouve dans leurs chaussures et puis 10 minutes plus tard, tu dis que tu montes ta startup et là, tout le monde Mm, te regarde et tout le monde te pose des questions. mm. Tu trouves pas qu'il y a un petit peu ce petit Si, côté en France en ce moment? si, mais j'ai envie de dire tant mieux. Ouais. Je préfère que ce soit la mode de la start-up plutôt que la mode du conseil en strat. N'en déplaise à mes amis consultants en stratégie qui font un super boulot. Hein, mais, Mais en plus, les entrepreneurs deviennent des personnalités de plus en plus publiques. On le ouais, voit aux États-Unis, mais on commence à le voir en France avec certains. ouais. Des personnalités, des influenceurs aussi, Mm, des gens qui influencent beaucoup. mm. Euh, Est-ce que tu penses que ça vient un petit peu du modèle américain, qui est très inspirant quand même, Mm. où on voit beaucoup de réussite, Mm. ou est-ce que tu penses que c'est tout simplement l'ère du temps où les gens quittent un petit peu le salariat aussi, ont envie d'être plus libres, on voit plus de freelance, tu vois? Tu penses que ça vient d'où un petit peu Alors moi, je pense que c'est un mélange de tout ça et Ouais, qu'effectivement, il y aura sûrement des dérives un peu négatives, mais que je suis peut-être d'un naturel optimiste et je suis tellement fan de tout ça que je suis peut-être pas objective, mais pour moi, c'est une tendance de fond. Et mm, effectivement, ces nouvelles générations qui arrivent, qui veulent être plus autonomes, qui vont aussi se confronter à plein de désillusions, hein, c'est ouais, évident, mais il y a quand même, pour moi, c'est plus qu'une mode. La tendance de fond du freelancing et de la recherche de sens dans son métier, etc. Le fait de pas forcément que ce soit plus du tout classique entre guillemets de se dire je vais rentrer dans une boîte et je vais y passer ma vie et puis après je vais sortir à la retraite et là ma vraie vie commencera. Je me dis mais tant ce mieux si modèle-là on se dit plus là, si on se dit plus ça. Même si évidemment on va avoir des désillusions et d'autres choses et on va se confronter aux problèmes de nos générations, mais je trouve que c'est quand même hyper positif. Ouais, bah, clairement, ouais. Juste avant de changer un petit peu de sujet, il y avait un thème que je voulais aborder avec toi qui est un tout petit peu moins positif pour le coup. Mhm. Mais ton avis m'intéresse énormément. On a parlé de Girls in Tech. Ça fait bah, déjà plus de 8 ans que ça existe, bientôt Mhm. 9. Et cette année, bah, en 2017, l'année dernière plutôt, excuse-moi, Mhm. il y a eu des petites nouvelles assez mauvaises avec le hashtag MeToo et Balance ton porc. On en a beaucoup entendu parler avec Hollywood, Mhm. mais il y a un secteur qui a beaucoup souffert. Alors certes, on l'a peut-être un tout petit peu moins vu dans la presse publique, Mhm. mais l'écosystème en interne, on a peut-être un peu souffert. C'est ton milieu, Mhm. puisqu'il y a eu beaucoup de suspicions, d'harcèlement moral, peut-être même sexuel, Mhm. de certains capital risqueurs, donc de gens Mhm. qui ont le même métier que toi. Mhm. Comment est-ce que tu l'as vu, toi, de ton point de vue, à la fois de Vici, et en même temps avec ton point de vue bah, Girls in Tech, Mhm. et comment inspirer les jeunes femmes d'aujourd'hui, quoi. Euh, Déjà, c'est pas Girls in Tech, maintenant on a changé de nom, c'est Ouais, Starter. starter, ouais. Parce que sinon, je vais devoir mettre 1 € dans la tirelire, donc je suis obligée de le préciser. Ok, Euh, Écoute, comment dire? Je trouve ça bien que tout ça sorte. ouais. Je suis très étonnée de voir à quel point il y a plein de mecs autour de moi qui se sentent agressés et qui ont l'impression qu'on les met sur l'échafaud et qu'on les cible alors qu'on ne cible pas un mec en particulier.
Ouais. Et donc ça, c'est assez étonnant. Ce que j'essaie de répondre à ces mecs-là, c'est ok, il y a sûrement des dérives, mais on n'en est quand même pas. Enfin, vous n'êtes pas encore des victimes. Et vous inquiétez pas, il y a de la marge. Ouais. Mais je comprends. Je sens que, je me dis aussi pour les mecs, ça doit pas forcément être simple, parce que la plupart des mecs sont entre guillemets, enfin, se sont jamais vus comme des agresseurs, et avoir l'impression que n'importe qui peut être jeté en pâture sur Twitter, je Ouais. comprends que ce soit pas simple, mais j'essaye juste de rappeler à ces messieurs que, vu tout ce que les femmes ont subi depuis Bien 5000 ans, sûr. il y a de la Mais marge. carrément, ouais. Mais bon, je comprends. Voilà. Mais non, moi, ce qui me pose question de manière générale, tu vois, il y a les trucs un peu extrêmes, Harvey Weinstein, etc. Honnêtement, c'est super que ce mec-là se fasse Bien sûr. emmerder, et il y en a sûrement plein d'autres. Et le fait que la parole se libère et permette d'éviter que plein de filles subissent des choses comme ça, ou même plein de mecs, hein, d'ailleurs, Mm. subissent. En fait, c'est juste de l'abus de pouvoir, tout simplement. Ouais, bien sûr, ouais. Porté sur la sexualité, mais qui peut être porté sur plein d'autres choses. Donc, le fait que la parole se libère et que l'abus de pouvoir soit évité, c'est super. Mais tous les mecs sont pas des Harvey Weinstein, pas du tout. C'est quand même, on va dire que c'est des malades. Il y a une minorité Bien de sûr. malades. Par contre, ce que j'ai trouvé d'autant plus intéressant, euh, je sais pas si tu as suivi ça, le patron de Minute Buzz qui met sur son Facebook, Mhm. il a voulu faire le chevalier blanc. Et je suis sûre qu'il est parti d'un bon sentiment, mais Ouais. il a mis, alors j'ai pas suivi toute l'histoire, mais moi, en tout cas, la lecture que j'ai eue, c'est il a mis un truc de ouais, c'est trop bien que les filles maintenant se libèrent, machin, mais concrètement, on fait quoi pour changer la situation? Il a voulu faire le chevalier blanc. Et une fille lui a répondu, en plus une blogueuse, d'après ce que je comprends, qui est un peu connue, lui a dit mais c'est toi qui me dis ça, toi qui m'as plaqué contre un mur à une soirée, qui m'a obligé à t'embrasser. Donc il Mm. était passé pour un con. Ouais, Même, un petit peu, il a ouais. raté une occasion de se taire. Et en fait, ça, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant, parce que je suis sûre que s'il avait pensé qu'il avait eu un comportement déviant, il aurait jamais posté ça. Donc clairement, il Bien était de bonne sûr. foi. Ouais. Il pensait pas, lui, qu'il avait fait un truc déviant. Il pensait peut-être qu'il rigolait, ou je sais pas trop ce qu'il s'est dit, j'ai pas les détails. Mais pour moi, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que je pense que la plupart des mecs, et même la plupart des filles, on est tous les jours témoins ou acteurs de situations qui, en fait, sont pas normales, Mhm. mais on les a tellement intériorisées qu'elles nous paraissent normales. Et que du coup, on se sent pas du tout coupable. Et du coup, je comprends pourquoi il y a plein de mecs qui peut-être se sentent agressés par ce mouvement. Bah, moi, je vais peut-être te donner un point de vue de mec Mhm. qui a beaucoup réfléchi sur la question. Mhm. D'un côté, tu as un peu l'image très transposée par les médias et très américaine de l'homme un peu viril, dur, le cow-boy, tu vois, le héros un peu dur qui doit ne rien montrer et du coup, même dans sa séduction, doit être un vrai, euh, un vrai dur, quoi. Mhm. Et à côté, tu as la loi, tu vois, et finalement, on te montre un modèle qui est pas du tout en accord avec ce qu'on veut actuellement, je pense. Mhm. Et du coup, bah, il n'y a pas de limite. Et tu te dis, ah bah en fait, la limite, je l'ai peut-être touchée plein de fois, ou des fois, j'ai un petit peu abusé parce que on apprend aux garçons de toujours un peu forcer la main, Mhm. d'être toujours un petit peu des forceurs, tu Mhm. vois, ou en tant qu'entrepreneur, tu vois, on Mhm. te dit souvent fonce et puis Mhm. fais les trucs et tu t'excuseras après. Je sais pas si tu. Oui, oui, On te l'apprend souvent dans l'entrepreneuriat, en ouais. tout cas dans tous les bouquins de business, on te dit Mhm. ne demande pas la permission, tu fais les choses. Et donc tu vois, tu as un peu ce double modèle qui est hyper schizophrène Mhm. et qui est ambidextre. Et du coup, je pense que tu as plein de mecs qui se disent, qui, qui vont mettre beaucoup de temps avant de prendre du recul et se dire ok, ça c'est bien ce que j'ai fait, ce que j'ai. C'est Et- hyper intéressant ce que tu dis. Et justement, je pense qu'il faut faire très attention à justement pas mettre les mecs en Ouais, accusation. Parce que les filles aussi, en fait. Les filles aussi, peut-être quelque part, elles attendent que le mec fonce. Enfin, on a tous intériorisé plein de choses. ouais, Et donc, il faudrait vraiment faire hyper gaffe à pas justement dire c'est de votre faute, les mecs, vous vous comportez mal. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et tu touches un point très intéressant de dire on nous a tous, en tout cas les médias ou l'histoire, la mm, mythologie sociale de tout le monde, nous a mis des modèles en tête qui sont peut-être pas ce qu'il faut faire maintenant, bien sûr, ouais. et qui sont finalement pas si respectueux de ça, de l'égalité homme-femme. Mais en fait, on les a tous en nous. Ouais. Alors, sur une note plus humoristique, mais qui révèle bien ça, c'est l'humoriste Haroun. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, ouais, si je vois, ouais. Et il a fait une petite sortie sur ça en disant bah, que lui, il était un peu perdu parce que la dernière fois, il était en boîte avec un pote à lui, qu'il y a une fille qui dansait toute seule, que son pote y va, il commence à se coller à elle,
Donc lui, Haroun, lui dit non mais arrête, t'es en train de la harceler. Sauf que là, la fille, elle se tourne, elle l'embrasse, et puis là, ils se font harceler toute la soirée. Et c'est hyper drôle en fait. Bien sûr. On est tous perdus. Ouais. Comme tu dis, on est tous un peu schizophrènes entre des modèles peut-être qui étaient peu respectueux et anciens, mais en même temps qui sont nos codes, et notre envie à tous d'être beaucoup plus respectueux, etc. Et le problème, c'est que si on règle ça en s'affrontant, en disant les mecs sont méchants, les filles sont des victimes, mais on règle qu'un millième du problème. Ouais, clairement, ouais. On l'a dit tout à l'heure, ton métier, le métier de VC et de capital risqueur, c'est beaucoup féminisé. Est-ce que tu trouves que ça se ressent dans les boîtes dans lesquelles on investit? Moi, je sais que toi, tu as fait Live Mentor notamment, qui est une boîte dans l'éducation. Est-ce que tu trouves que ça se ressent ou commence à se retourner vers des entreprises qui ont plus un petit peu plus d'impact positif pour la société? Ah, je prendrais un pas de recul. Ouais, Le fait que ça se féminise, c'est très très bien, mais justement, si on prend un pas de recul, pour moi, il est important que les équipes de VC se diversifient de manière ouais, générale. Alors, bien évidemment, le gender, alors il ne faut pas que je fasse des anglicismes, j'aime pas ça, mais genre le genre, c'est une première façon de se diversifier, ça paraît assez basique, mais c'est la première. Mais il y en a plein d'autres, des diversifications, que ce soit en âge, en expérience, en background de l'équipe d'investissement. Ça me semble essentiel. Parce que finalement, quelque part, tu vas investir dans des entrepreneurs ou dans des boîtes, soit qui te ressemblent, soit qui te rassurent, soit qui te rappellent quelque chose. Donc, ouais. plus les équipes d'investisseurs seront diversifiées, et plus on pourra accompagner des entrepreneurs différents. Hmm. C'est plutôt ça le point pour moi. Bien, en parlant de diversité, ça me fait rebondir sur ma prochaine question. Tu es devenue maman il y a peu de temps. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Mais ça a tout changé. Ça a tout changé? Non, mais je suis hyper contente. Comme c'est assez basique ce que je veux dire, mais je suis archi fan de ma fille, hein, tout Ben ouais, mais simplement. t'as l'air de dire que tous les jours c'est un nouveau fou rire et que tous les jours Ah tu oui, te non, mais redécouvres. c'est un surkiff. Après, je vais mentir à toutes celles qui n'ont pas encore d'enfants. C'est que du bonheur, vous verrez. Non, c'est pas du tout que du bonheur. Honnêtement, c'est dur. C'est un moment Ouais, assez intense de la vie, que ce soit pour le couple, pour chaque personne dans le couple, même à titre perso. Enfin, moi, je suis très axée psychologie, coaching. Je considère que c'est un des moments de ma vie où j'ai vraiment dû grandir, entre guillemets. ouais, Donc, je dis pas que c'est hyper cool tout le temps, hyper simple, mais c'est un véritable bonheur. D'ailleurs, petite anecdote pour expliquer le truc. J'ai un ami qui a pas, enfin en tout cas, à l'instant où on avait eu cette conversation, il n'avait pas forcément envie d'avoir des enfants. Euh, et moi, je l'embête vachement en disant mais si, il faut que tu fasses des gosses, tu vas voir, c'est trop cool. Et il m'a charrié en me disant non mais attends, tu me dis toi-même que c'est pas toujours une partie de plaisir, que c'est compliqué, que machin. Ça me donne pas forcément envie. Et en fait, je lui ai fait faire le parallèle avec sa boîte. Il est entrepreneur. ouais. Et je lui ai dit bah ta boîte, c'est hyper dur. Alors, pour le coup, en plus, ils sont passés par des moments hyper compliqués. J'ai dit, c'est l'enfer. Tu bosses comme un fou, et puis c'est juste hyper dur. Il me dit oui. Je dis, et pourtant, tu changerais ça pour rien au monde. Il me Ouais. dit non. J'ai dit, bah, multiplie ça par 1 million et tu comprendras. Mais c'est une très belle métaphore, je trouve. Parce Bah que ouais. moi aussi, je suis papa, moi, depuis 4 ans maintenant. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça m'a donné énormément confiance en moi. De me dire, euh, finalement, si j'arrive à être papa et si j'arrive à être un père digne, je peux aussi monter une boîte. Et c'est à ce moment-là que j'ai monté ma première boîte. Et même si après, bah, des fois, tu as des échecs, effectivement, tu le dis, c'est dur. Mais ça t'apprend tellement de choses et ça te fait tellement prendre confiance en toi que j'ai l'impression d'être sur un petit nuage depuis que je suis papa. Donc, tu vois, tu encourages beaucoup, je trouve, et les entrepreneurs, en tout cas, peut-être, et les autres, à se tourner vers la paternité, Bon, en quoi. tout cas, Ou s'ils la veulent, hein, maternité. mais et c'est pas un hasard, c'est les startupeuses et les startupeurs disent souvent mon bébé pour parler de leur boîte. Enfin, Ah, il y a bah, un petit carrément, côté, ouais. Ouais. Et du coup, quand je te proposais de venir faire une interview pour Abricot, tu me disais que tu te sentais pas spécialement légitime avec les sites de rencontres, et tu étais même un peu opposé, il me semble, Mm. parce que tu avais rencontré ton homme très tôt, Mm. à 18 ans, tu m'as dit. Ouais.
Tu nous racontes un petit peu l'histoire? Bah, non, mais alors, juste Ou pour ce qui est revenir racontable? oui, il n'y a rien de pas racontable, c'est pas le sujet, mais déjà pour revenir sur je me suis pas sentie légitime, c'est juste je me suis dit, bah, peut-être que quelqu'un qui a déjà trouvé l'amour depuis longtemps va être moins audible pour des gens qui cherchent, entre guillemets, l'amour. Enfin, pour rigoler, mais souvent, Ouais, mais tu sais, quand je c'est... donne des conseils à mes copines, du genre, bah, tel mec, attends avant de le rappeler, ou réponds-lui ça. Euh, Moi-même, je leur dis, non mais attendez, je suis pas sur le marché depuis tellement longtemps, peut-être que les us et coutumes ont changé. Ouais, Non mais tu vois, c'est un mais, petit peu comme avec ouais, Girls in Tech, tu vois, tu ouais. peux inspirer Starter. de starter, pardon, excuse-moi, je vais refaire le lapsus. Tu vois, c'est un petit peu comme avec Starter Mhm. où bah, tu peux inspirer d'autres gens avec ton expérience et c'est pas parce que tu ne le vis plus actuellement que tu n'es pas passé par là avant, quoi. C'est exactement ce que tu m'as expliqué gentiment et qui a fait que je me suis dit, mais ouais, je vais y aller en fait à ce podcast. Et du coup, alors, Bah non, mais moi, mon mec, j'ai rencontré en prépa. ok, Euh, et alors, qu'est-ce que je peux raconter de rigolo? Bah oui, en fait, je l'ai vu dans le métro la première fois. ouais, Physiquement, il correspondait pas du tout à l'image que j'avais, enfin, à mes idéaux de l'époque. Euh, et je savais pas qu'il allait être dans ma classe ni rien. C'était un mec dans le métro. À l'époque, ouais, il avait des dreads. Je trouve ça horrible, les dreads. c'est Heureusement, il vrai. les a plus depuis. Mais à l'époque, j'avais trouvé ça beau, du coup. Et honnêtement, j'ai eu un coup de foudre. Genre, mon cœur a fait boum. Enfin, ça peut paraître hyper gnangnan, mais j'ai vraiment eu un coup de foudre sans savoir qui était ce mec, ni rien. Ouais, Et en fait, on s'est retrouvés dans la même classe. Et les 15 premiers jours, on était hyper potes et tout, mais il correspondait effectivement pas à ce que je m'étais imaginé ouais, être l'amour. Et du coup, je m'étais même dit, bah non, en fait, ça va être mon pote. Mais pas du tout. Et en fait, on est sortis ensemble au bout de 15 jours. ok, Et toute la très classe, vite. tous nos potes nous ont avoué après que la classe avait fait des paris en mode ça durera jamais, c'est trop rapide, c'est n'importe quoi. Ok, peut-être la Bon, pression du boulot ou... non, Non? je pense honnêtement, enfin après, lui, il pourra aussi raconter son truc, mais moi, ça a été un vrai coup de foot de dingue. Et honnêtement, et d'ailleurs, ça, c'est intéressant. On s'est mis ensemble très tôt. Et ça veut pas dire que justement, enfin là, ça fait faire 14 ans qu'on est ensemble. Bien évidemment qu'on a eu des moments plus ou moins up and down, et c'est Hmm. normal. Euh, et pour moi, il y a quand même un élément qui est essentiel. Je sais pas si je vais être avec lui jusqu'à la fin de mes jours. Un, parce que ça dépend pas que de moi. Hmm. Ça se trouve, je vais rentrer à la maison et il va me dire ciao. Je crois pas, j'espère pas. On te le souhaite pas du tout, hein. Non, non, mais voilà. Donc, moi, j'aime pas prédire l'avenir. Par contre, honnêtement, je pense que c'est le grand amour de ma vie. Donc, et limite, pour moi, ça n'a pas eu il n'y a pas eu trop de questions à rester entre guillemets avec un mec depuis très longtemps. Parce que tu as pas mal de gens qui peuvent dire, bah attends, le mec que tu as rencontré à 18 ans, entre-temps, tu as tellement changé. Est-ce que tu n'as pas envie aussi d'avoir d'autres histoires et tout? Et en fait, la question, elle se pose pas à partir du moment où c'est un grand amour. Ouais, En fait, je dis ça parce que quand on était en école, tu as pas mal de gens qui vont à l'étranger. Et ça m'est arrivé quelquefois que des amis, mecs ou meufs, me disent oui, ma meuf va partir à l'autre bout du monde pendant 8 mois, ouais, on ne sait pas trop si on reste ensemble ou pas. Et à chaque fois, moi, je leur disais en fait, il y a une question. Est-ce que tu penses qu'il y a un potentiel pour que cette personne soit vraiment un amour hyper important dans ta vie? Si la réponse est oui, bah oui, vous restez ensemble. Et bien si la sûr. réponse est non, ou même je sais pas, parce que quand je sais pas, c'est dire non, en fait. Quand il y a Machin. un doute, il n'y a pas de doute, hein. Voilà. Et bah, c'est pas peine de perdre du temps. C'est ça Ouais, que je veux dire. ok, mais c'est magnifique. Et du coup, la répartition des tâches, ça se passe comment? Quoi, à Avec... la maison et tout? Ouais, parce que tu bosses beaucoup, j'imagine. Bah oui, mais lui aussi. Enfin, tout le monde C'est bosse vrai? beaucoup. On s'organise. Bah ouais. On a trouvé une super jeune fille qui va chercher notre fille à la crèche 2 fois par semaine. Ça nous permet de faire le reste. Ok, trop cool. Ouais. Euh, Comme tu sais, sur Abricot, on fait souvent connaissance avec nos utilisateurs, avec des questions un petit peu atypiques. Est-ce que tu serais prête à te prêter au jeu? Ouais. Si tu pouvais dîner avec une personnalité célèbre de ton choix, défunte ou vivante, qui choisirais-tu? Euh, Ce serait quelqu'un de défunt. Parce que je trouve ça drôle. Enfin, si j'ai une opportunité comme ça que je peux choisir, autant choisir quelqu'un de défunt, parce que les autres, je pourrais peut-être les voir un jour. C'est vrai, ouais. J'hésite entre Freud ou Maria Montessori. Ah, pas mal. Ah, je m'y attendais pas du tout.
Et est-ce que tu as un super-héros ou une super-héroïne que tu préfères? C'est pas du tout une super-héros. Enfin, est-ce que ça doit être quelqu'un de fictif, vraiment super-héros ou n'importe qui? Pire, si tu sais pas, t'as déjà eu. Non, ça peut être quelqu'un de fictif ou quelqu'un de vivant, hein, ou un personnage, ou je Ah, sais ça pas. doit être un personnage, c'est pas forcément quelqu'un qui Non, ça peut existe être quelqu'un vraiment, dans qui dans la m'inspire. vie, ouais. Bah, quelqu'un que peut-être tout le monde ne connaît pas. Ouais, C'est une femme qui s'appelle Amélie Faure, ok, qui a été patronne de plein de boîtes dans le logiciel, etc. Mais c'est pas pour ça en particulier qu'elle m'inspire. Mais honnêtement, je la connais depuis que j'ai commencé à travailler. Elle est hyper inspirante. Et elle est hyper inspirante parce que, en fait, elle a toujours fait des choix de carrière pour s'amuser. Elle a toujours été portée par ce qui lui plaisait. ouais. Même quand de l'extérieur, à l'époque, ça paraissait pas forcément logique ou le bon choix. Mhm. Et elle a un truc où, je sais pas comment dire, elle m'inspire à mort parce que ça se voit qu'elle s'amuse vraiment. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est d'une générosité avec les autres. C'est un modèle que tu essayes de reproduire, le fait Alors, d'avoir des choix où tu ouais. t'éclates vraiment. Alors, je sais pas si. En tout cas, je sais que c'est la voie à suivre. Est-ce que Ouais, j'y arrive ou pas bah, j'essaye en tout cas, mais c'est pas toujours simple. ok. Où est-ce qu'on doit sortir pour rencontrer un homme ou une femme qui fait du capital risque? Euh, Moi, je pense tous les espèces de cafés un peu bio ou manger des graines. Ouais, Je pense qu'il y a quelques vicis qui y sont. En tout cas, ok, moi, j'aime bien. ouais. Euh, Sinon, où est-ce qu'on se retrouve où est-ce que sont souvent les gens du capital risque? Bah, en fait, ça dépend qui, mais j'ai l'impression que la plupart des capitaux risqueurs ont leur repère. C'est-à-dire Ouais, qu'ils ont un ou deux cafés où ils font beaucoup de meetings. ok, généralement juste en bas du Soit boulot. juste, il y a celui en bas du boulot, mais ce qui est intéressant, par exemple, moi je vois chez Isaïe, il y a plusieurs cafés en bas de notre boulot. Chacun a le sien. Chacun, en tout cas, voilà, on n'a pas tous le même. Et puis après, bah, tu as deux, trois autres repères. Donc il faut plus se dire qui on veut rencontrer et savoir un peu quel est son repère. Et après, tu le trouves là-bas. Ok, ça marche. Ton film et ton roman d'amour préféré? J'ai bien aimé, j'avais regardé un film, alors je sais plus comment il s'appelle, euh, où l'acteur principal est handicapé, il y a une fille qui doit s'occuper de lui. Moi, j'adore les Je... trucs un peu gnangnan, hein, je te D'accord. préviens. Ok. Bah, je sais pas, je t'enverrai, je le retrouverai, je te l'enverrai. Ça roule. Bah, ça sera un Ouais. petit secret dans Et la sinon, description alors. j'en suis pas fière, mais allez, faut être vrai. Ouais. Le premier jour de mon congé mat l'année dernière, je me suis commandé 1 litre de glace à Morino et j'ai regardé tout Twilight. J'étais trop contente. Ah, bah, dis donc. Quel enfer. Et le litre de glace y est passé Bah, ou... bien sûr. Mais c'est pour le bébé, tu comprends. Bien sûr, ouais. C'est quoi ta prochaine destination de voyage? Bah, je dois partir en Israël en mai. Génial, trop cool. Ouais, Tu me raconteras alors. ça marche. L'interview va bientôt arriver à sa fin. On termine généralement avec une question qu'on pose à tout le monde. C'est quelle est la prochaine femme que tu souhaiterais voir dans une interview à Brico? Euh, En ce moment, j'aime bien conseiller Rachel Vanier, Ok, qui a écrit des livres et qui est directrice de la com de Station F. d'accord. Je la trouve en ce moment, c'est celle que je conseille. Je la trouve, moi je l'adore, hein, mais je la Ouais, trouve elle est cool. hyper pétillante, quoi. Ouais, Ah bah écoute, je serais ravi, ravi ouais. Et il faut de essayer l'accueillir. un petit conseil, essaye de l'amener sur un terrain, pas que ce qu'elle dit dans d'autres interviews. Essaye de l'amener sur d'autres sujets, ce sera Ouais, rigolo. normalement, on n'est pas trop mauvais pour ça. Voilà, Mais bon. ok, ça roule. Bah écoute, merci beaucoup, Mounia. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui à l'hôtel Grand Amour. Où est-ce qu'on peut rediriger les gens qui veulent un peu suivre ton actualité ou suivre un petit peu ce que tu fais? Euh, ouais, Twitter, Alors @moumsinet. je crois que tu as effectivement un nom, un pseudo assez marrant. Moumsinet. Moumsinet. Il est trop chou. Tu l'as depuis Merci. longtemps, non? Depuis toujours. Ok. Bon bah trop top. Je mettrai le lien du coup dans la description. Merci beaucoup encore. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Salut.